Régis Tirado, bonjour. Bonjour. Vous êtes infirmier en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Alors, comment êtes-vous arrivé aux soins palliatifs? Est-ce que c'était un choix personnel? Alors, ça a été un choix personnel. J'ai commencé le métier d'infirmier par une reconversion à 30 ans. Et je suis entré en école d'infirmier en me disant qu'un jour je travaillerais en soins palliatifs. Pourquoi? Pour des raisons personnelles, familiales, de situations vécues. Il y a une dimension humaine qui vous a interpellé, la notion de soins? Quelles étaient vos motivations? La notion de ne pas abandonner les gens quand le dernier moment arrive. Voilà. Ok. Vous qui êtes confronté quotidiennement à la fin de vie, comment vous accompagnez ces personnes? Et est-ce que vous avez aussi un accompagnement particulier vis-à-vis des proches? Pour donner une recette, là je vais pas y arriver. L'idée quand même c'est d'essayer de partir des besoins des personnes, essayer de ne pas avoir trop de présupposés. On va rester ouvert à tout ce qu'elles peuvent proposer. Ou, voilà, Vous partagez? Oui, partager. Essayer d'ouvrir des possibilités. Toujours penser un peu à une globalité, toujours. Donc la personne avec les gens qui l'entourent, son environnement, d'où elle vient, quelles sont ses volontés. Vous êtes dans l'écoute? C'est plus une position d'essayer d'un échange, on va dire, plus que de l'écoute. Est-ce que cette relation qui nécessite quand même une certaine confiance, parce que j'imagine que tous les patients qui arrivent dans votre service n'ont pas tout de suite envie de se livrer. Est-ce qu'elle se gagne au fur et à mesure? Est-ce qu'elle prend du temps à se mettre en place? Ça, c'est très variable. Parfois, ça se met pas en place avec moi, ça se mettra en place avec un collègue ou une collègue. Ça peut arriver aussi. Parfois, c'est une question de relation de personne à personne, ce qui change. Mais ça peut aller assez vite. Quand la confiance commence à pointer, qu'on a vraiment des besoins, bon, ça peut aller assez vite. Dans la relation de confiance, on arrive à apporter les choses assez rapidement. Pas forcément utile d'avoir des jours et des jours de présence. Quels sont les besoins qui sont le plus fréquemment exprimés? Je pense qu'il y a beaucoup de peur. Il peut y avoir de la souffrance. Je pense que quoi qu'on fasse, mourir, c'est difficile. Quel que soit l'entourage, quels que soient les soins à apporter, quelle que soit la méthode, mourir sera toujours difficile. Quitter les gens qu'on aime ou qui ont de l'importance sera toujours difficile. Donc je pense qu'il y a beaucoup de colère, parfois, de la tristesse, des sentiments assez négatifs souvent. Comment on y fait face? Là, avec de l'écoute, on les accueille. Là, c'est de l'écoute. Mais c'est pas juste une écoute trop passive. On peut pas qu'on puisse rebâtir sur ce qui a été proposé. La dimension de l'équipe, est-ce que pour vous, dans cette unité de soins palliatifs, elle est importante? Le fait de ne pas être seul face à la souffrance? C'est important pour les personnes qui sont soignées, c'est certain. C'est important pour les personnes qui soignent aussi, parce que je dis que c'est pas facile de mourir, ça sera toujours dur de mourir, mais voir mourir des gens, c'est pas facile non plus. On ne s'habitue jamais? Si on pense s'être habitué, souvent, il y a une réalité particulière qui nous ramène à la réalité, pour me dire, non, là, en fait, c'était pas si habitué que ça. Ça devient quand même moins dur, je pense. Puis, moi, je dis souvent que quand on est soignant, c'est pas la même implication que personnellement. Quand on perd un proche, souvent, on a des familles qui nous disent, mais comment vous faites pour voir ça tous les jours? Il n'y a pas la même proximité, que je suis pas en train de perdre un membre de ma famille. Vous arrivez à garder cette distance? Par contre, les gens qui entourent dans les services, ils sont en train de perdre un ami, ou ils sont en train de perdre un père, une sœur, ou je ne sais quoi. C'est pas la même distance. Les proches, quelle relation vous entretenez avec eux? Si tant est qu'il y en ait une, hein? C'est très variable. Vu qu'on essaie de se centrer sur une personne et sur ce qu'elle a, sur ses besoins et ce qu'elle a amené, et ce qu'elle exprime, et ce qu'on ressent, donner un guide général sur comment ça se passe avec les proches ou avec les malades, c'est compliqué. Bien sûr, le patient est au centre de vos soins, mais est-ce que vous êtes aussi amené à discuter, à entourer, à parfois peut-être faire œuvre de pédagogie vis-à-vis des proches? Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps de soins, les proches. Il peut y avoir donc de la pédagogie pour expliquer en fait ce qui se passe, ce que si une personne ne communique plus, ce qu'elle peut ressentir, ce qu'elle ne ressent plus. Ça peut être comment les aider à prendre soin de leurs personnes proches, en fait, de leurs proches. Parce que c'est pas parce que son proche est hospitalisé qu'on n'a plus besoin de le soigner, ou qu'on n'a plus envie de le soigner. Ça peut être aussi assez difficile pour les familles. D'accord. Qui ont longtemps accompagné une personne malade, et maintenant qu'il est dans un lit d'hôpital, les soignants font tout, et moi je ne fais plus rien, ça peut être assez compliqué. Donc, leur apprendre à refaire un petit massage des mains, à refaire des petits soins d'hygiène, des petits soins sur les lèvres ou des choses comme ça permet de remettre aussi un contact avec les gens et d'habiter un peu ce temps un peu incertain
On ne sait pas trop combien de temps ça va durer, cette fin de vie. Ça leur permet aussi de s'impliquer. Et ça redonne du contact et de l'échange. Est-ce que ça leur permet aussi d'apprivoiser cette fin de vie auquel ils vont être confrontés à plus ou moins long terme? Ils sont dans la fin de vie, parce que c'est la fin de la vie, les gens sont vivants, ils sont dans la fin de leur vie. Est-ce que ça les prépare à la future séparation? Je ne sais pas si ça les prépare à la future séparation. Je sais pas. Comment vous arrivez à créer un sas de décompression entre votre journée à l'hôpital et après votre vie privée? Est-ce que vous arrivez à faire une césure entre les deux ou est-ce que finalement l'hôpital vous suit? Parfois ça déborde, ça peut arriver. Souvent j'arrive à me couper, mais parfois ça déborde en effet. Oui. Il faut l'accepter? Je pense qu'on ne peut pas faire autrement. On ne peut pas dire je vais m'impliquer dans une situation compliquée. J'ai une personne qui me rappelle tel membre de ma famille qui est en train de mourir, ça peut pas. On peut pas espérer couper hôpital-maison complètement, ça me semble impossible. Donc je ne sais pas s'il faut l'accepter ou pas. De toute façon, c'est une réalité, on n'a pas trop le choix, je pense. Est-ce que je peux vous poser la question de votre entourage? Oui. Quel rôle joue-t-il en fait dans votre équilibre? Si moi je coupe pas de l'hôpital, eux en tout cas me coupent de l'hôpital. Ils me demandent des choses qui n'ont rien à voir avec l'hôpital et ça me bat quel. Donc voilà, je suis occupé en dehors de l'hôpital, donc j'ai pas le choix, je passe à autre chose aussi. Donc ça vous fait du bien finalement. Oui, mais ça fait du bien aussi. C'est parfois épuisant aussi de faire la 3e journée, mais bon. Si vous êtes d'accord, on va regarder maintenant ce double projet de loi qui est en cours de lecture. Donc il y a une partie qui concerne les soins palliatifs et il y a une autre partie qui concerne l'aide à mourir. On va regarder, si ça vous va, les deux volets de ce projet de loi, mais peut-être votre point de vue général. Est-ce que le fait qu'il soit justement divisé en deux parties, ça a du sens pour vous? Je pense que c'était un minimum, on peut dire. Je pense que politiquement, il y avait une volonté de le fusionner, parce que j'aime pas le terme aide à mourir. Je pense qu'il faudrait dire les mots clairement. Donc il y a des mots qui existent, et c'est euthanasie et suicide assisté. Oui. Et si on emploie les bons termes, on peut discuter réellement. Quand on commence à dire aide à mourir, ben, je vois pas comment quelqu'un peut être contre une aide à quelque chose. On peut pas être contre aider quelqu'un. Donc le choix des mots est important. Le choix est important et la volonté qu'il y avait de mettre les deux textes dans un seul, enfin, ces deux projets de loi qui sont dans un seul projet de loi, je pense qu'il y avait une volonté de noyer. Je pense qu'il y a une vraie demande globale sur un accès à l'euthanasie. Je pense que là, c'est acquis dans la société. Ça a été travaillé depuis des années et des années, je pense. C'est une question qui est plus complexe qu'il peut paraître aux gens. Et je pense qu'on est sur des batailles de communication plus que des batailles de réflexion. C'est un peu dommage. Vous me parlez de l'euthanasie, suicide assisté. Donc, si vous voulez, on va axer en premier sur ce volet-là. Est-ce que vous comprenez ce besoin de l'opinion publique d'avoir accès à un suicide assisté, voire à l'euthanasie? Est-ce que en tant que soignant, est-ce que vous le comprenez? En tant que soignant, de ce que j'en ai vécu jusqu'à présent avec quelques centaines de personnes, est-ce que j'ai vu mourir? Je ne pense pas que ce soit utile dans la société. Ouais, je pense qu'on peut faire autrement. Je pense que ça demande des gros moyens. C'est vraiment compliqué parce que prendre des personnes en fin de vie et essayer de les soulager et essayer de faire au mieux et donner un sens à tout ça, c'est beaucoup de travail, c'est compliqué à faire. C'est vraiment compliqué. Et c'est plus simple de se dire ça ne sert à rien et on arrête là. Dans mon entourage, j'ai des gens qui sont plutôt pour, on va dire, il n'y a pas de souci. Hein. J'ai du mal à en discuter avec eux parce que j'ai vraiment le sentiment d'être une personne un peu à part et un peu à côté, pas forcément un peu chez les méchants, quoi. Parce que quand je dis qu'on est dans des batailles de communication, je dis que je pense que c'est pas utile, que je pense qu'il faut pas ce projet de loi. On me rétorque assez rapidement que je veux pas aider les gens à mourir, alors que j'ai vraiment l'impression de faire ça depuis 8 ans maintenant, quoi. On va dire que vous les aidez à vivre le plus sereinement possible leurs derniers instants de vie. Et puis je les aide à mourir. Et ça, aider à mourir, c'est pas donner de la mort. Hein. Je les aide à mourir. On n'y arrive pas, hein, mais on va mourir, et je vais mourir, et ça va être dur. Et à ce moment-là, j'ai envie des personnes qui m'aident dans ces moments-là. Et à vivre mes derniers instants, pour que ce moment de transition vers la non-existence, selon moi, on passe de j'existe à je n'existe plus. Ce moment-là, oui, il faut des gens pour me soutenir, quoi. Et vous êtes là pour ça. C'est mon objectif. Est-ce que j'y arrive toujours? Je sais pas. Mais c'est plus compliqué.
Certains soignants me livraient leur inquiétude vis-à-vis de ce projet de loi qui était à la base centré sur la fin de vie et qui était en train de s'ouvrir sur l'aide active à mourir, sans avoir cette notion de temps, cette notion de fin de vie. Est-ce que dans ce cadre-là, pour des personnes qui seraient peut-être atteintes de la maladie de Charcot, pour donner l'exemple le plus communément donné dans les médias, est-ce que dans ce cadre-là, vous, cette euthanasie ou suicide assisté, vous pouvez le comprendre? En fait, ça implique d'autres changements de société qui ne sont pas dits. En fait, si on commence à accepter que les gens qui ont une maladie terrible méritent de mourir, et ont le droit de mourir en fait. J'ai une maladie de Charcot, et donc j'ai droit au suicide, parce que ce que je vis c'est horrible. On commence à quantifier ce que c'est que les niveaux de souffrance suffisants pour accepter que quelqu'un suicide en fait. Et c'est vraiment un changement de société. C'est pour ça que je dis que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on veut bien nous faire croire. C'est pas juste les gens ont marre de la vie. Si on accepte que les gens qui ont marre de la vie se suicident, on peut, mais c'est pas du tout la même société qu'on a devant nous. C'est un changement complet de paradigme. Et quand on l'accepte pour quelques heures avant de mourir en disant voilà, la personne va mourir dans 2 jours, qu'elle meurt dans 2 jours ou maintenant, ces 2 jours-là ne servent à rien, donc autant en finir maintenant. Je pense qu'éthiquement, je vois pas comment c'est tenable si on juge de qui a le droit ou qui n'a pas le droit. Il n'y a que 2 positions qui sont à peu près logiques, c'est une position extrême, c'est soit les gens décident de mourir quand ils veulent. Il y a des personnes qui sont militantes pour le droit à l'euthanasie libre, la mort libre. Ils disent voilà, quand moi je décidais que j'ai fait tout ce que j'avais dans la vie, je veux avoir droit à une euthanasie ou à un suicide assisté. C'est une vision d'une société. Et je pense que si on va vers ça, c'est compliqué de pas dire pourquoi c'est les 2 dernières semaines de vie, pas le dernier mois, pourquoi le dernier mois de vie et pas les 6 derniers mois, pourquoi à 18 ans et pas à 17 ans. La frontière est forcément arbitraire. Soit on met une frontière sur un événement particulier. Si on met une frontière de date, d'âge ou de maladie, c'est même pas possible. Si on dit que la souffrance peut être résolue par une euthanasie, pour la personne à qui on refuse l'euthanasie, c'est une souffrance en plus encore. On lui dit tu ne souffres pas assez pour l'euthanasie ou tu es trop jeune pour l'euthanasie. Je ne vois pas comment ça peut tenir dans ma société actuellement. Si ce projet de loi était voué à être entériné, comment vous percevez votre avenir et votre relation avec les patients? Ça a été beaucoup de réflexion. Je pense que le projet de loi sera entériné. Bon, c'est pas, politiquement, c'est tellement esclave, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, j'ai pris le parti de continuer à faire ce que je fais, c'est-à-dire proposer ce que j'appelle des soins palliatifs, on peut soulager, accompagner, soutenir. Et si des personnes décident de demander une euthanasie ou un suicide assisté, je leur dirais clairement que je ne peux pas le faire et qu'il y a d'autres personnes qui le feront. Moi, ma crainte, c'est la souffrance ou la mort, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup. Et c'est une de mes grandes craintes, c'est que si l'euthanasie est possible, on dise souffrir c'est pas normal, ça c'est toujours pas entré dans la société, mais ça va peut-être entrer. Et plutôt mourir que souffrir, c'est pas. J'aimerais qu'il y ait d'autres solutions que mourir et souffrir, quoi. Et si l'euthanasie devient la voie générale et que on continue avec les offres de soins palliatifs actuelles, avec les connaissances actuelles, il y a peut-être personnes qui vont aller vers des euthanasies sans avoir eu prise en compte de leur souffrance réellement. Est-ce que votre crainte serait que si ce projet de loi était entériné, les soins palliatifs n'aient plus de développement correct? Je pense que ça va être, oui. Ouais. Je vois pas comment. Actuellement, on essaie de radiner sur quelques centimes de boîtes de médicaments. Quand on propose 4 semaines de suivi avec un infirmier, un médecin, kiné, ergo, sophrologue et une injection létale, je ne vois pas comment ça va pouvoir tenir financièrement, quoi. Cette loi, elle propose donc aussi quand même un renforcement des soins palliatifs. Expliquez-nous peut-être de votre point de vue ce qu'il manque à l'heure actuelle pour les soins palliatifs. On va rester positif, il y a plein de choses qui ont été faites. Quand je revois ce qui avait été fait il y a 25 ans, c'est pas du tout la même chose, donc ça a bougé quand même un peu. Mais des lois de développement des soins palliatifs, il y en a eu je sais pas combien, et à chaque fois c'est des tout petits pas, c'est pas suffisant. Donc au niveau moyen, quel que soit, financièrement c'est très faible en fait ce qui a été proposé. Alors le chiffre, je sais plus combien ils annoncent. Donc je pense que l'argent il en manque, mais c'est pas tout, il manque aussi des connaissances, parce que la plupart des personnes ne savent pas ce que c'est les soins palliatifs. Vous parlez du grand public ? De grand public, les professionnels ne savent pas. Ok. On a beau faire, moi je suis un mec qui est mobile maintenant et je vais dans les services et c'est vrai qu'on rencontre des tas de gens de bonne volonté, des tas de gens qui font bien et parfois il suffit 1 ou 2 personnes qui comprennent pas parce que comme je dis c'est compliqué les soins palliatifs, c'est
J'ai l'impression que c'est un travail de précision. C'est un travail de finesse. Qu'on s'adapte à chaque personne est différente. Et puis il faut comprendre. Enfin, la loi actuelle sur la sédation, c'est compliqué à comprendre. C'est une loi qui est éminemment éthique, qui est compliquée. Moi, je la trouve très bien cette loi, mais c'est vrai que c'est pas une loi simple à comprendre. En soins palliatifs, on a acté le double effet, savoir que comprendre qu'on donne un médicament pour soulager une souffrance, même si on prend le risque d'écourter la vie, et dire que ça n'a rien à voir avec un médicament pour écourter la vie. On peut le comprendre pour ça intellectuellement, mais à les digérer et à l'admettre, c'est pas si évident. Donc c'est un manque de connaissances, je pense, des soins palliatifs. Bon, ce qui m'agace un peu, c'est genre des personnes qui disent il est en soins palliatifs sans avoir jamais rencontré de personne qui travaille en soins palliatifs. Donc on dit parfois soins palliatifs pour dire il est à la fin de sa vie, mais juste dans une chambre et des soignants qui font comme ils peuvent et aucun soutien. Ça, je l'ai lu aussi. Dans ma manière ici, j'ai vu ça. Des soignants qui font aussi bien qu'ils peuvent. On ne s'éloignerait pas l'idée de dire à quelqu'un ce monsieur-là est, je sais pas moi, est en oncologie avec des médecins qui font aussi bien qu'ils peuvent, mais sans oncologue. Je sais qu'il n'y a pas de volonté d'être une spécialité, ce palliatif, mais je sais pas si manque d'informations, manque de moyens. Manque d'informations, manque de moyens. Et un défaut d'image, je pense aussi. Est-ce que ce projet de loi pourrait répondre à une partie de ces besoins, notamment avec la création de ces structures intermédiaires entre CHU et domicile? La réalité, c'est qu'actuellement, ils vont créer une structure par grande région. Donc ce n'est pas suffisant. C'est symptomatique. Pour moi, c'est assez symptomatique de ce qu'on parle de développement des soins palliatifs. Donc c'est pour un essai, c'est pour voir comment ça fonctionne. Une structure entre Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, avec une dizaine de lits. Je vois pas ce que ça a réellement changé dans les soins palliatifs. Et il n'empêche qu'il y a des personnes qui s'engagent à fond là-dedans et qui vont faire des choses très bien, il n'y a pas de souci, mais il n'y a quand même qu'une seule structure financée dans l'Occitanie. Vous parliez de manque d'information, de la peur aussi de cette fin de vie, de la souffrance. Et paradoxalement, on a moins peur de la mort. Enfin, on choisirait l'euthanasie alors qu'on a peur des soins palliatifs. J'essaie d'être modéré. Quand je dis qu'on est dans une bataille de communication, c'est vraiment ça en fait. Expliquez-nous. Parce que quand on dit pas ce que c'est que l'euthanasie en fait, on ne veut plus utiliser le mot euthanasie parce que ça renvoie à ce qui s'était passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc le mot euthanasie est interdit. Pourtant, euthanasie, ça veut dire mort, bonne mort, mort douce. Enfin, c'était la mort provoquée. C'est la mort mutilement provoquée. Du coup, on a dit mourir dans la dignité. C'est pareil. Dans le changement. Est-ce qu'il y a vraiment une façon digne de mourir ? Est-ce qu'il y a vraiment une façon indigne de mourir, quoi ? Et c'est terrible, parce que quand on dit mourir dans la dignité pour tout le monde, depuis des années, c'est entrer dans mourir dans la dignité, d'accord, c'est avoir droit à l'euthanasie. Je sais pas, j'aime pas ce nom-là, ça me gêne. Ça veut dire qu'il y a des personnes, des morts dignes, des morts indignes, ça va avec des vies qui valent le coup d'être vécues, des vies qui valent pas le coup d'être vécues. Quand on parle de cette loi sur l'euthanasie, et de mort provoquée, on veut dire pour mort provoquée, si vous voulez. On parle toujours des soins palliatifs, on interroge toujours les soins palliatifs. On interroge moins les associations de handicapés lourds, par exemple. Tout le mouvement antivalidiste, on interroge beaucoup moins. Cette promotion du corps efficace, cette promotion de l'être productif, on en parle beaucoup moins, mais c'est une loi qui va dans ce sens-là. J'ai une valeur pour la société, je suis utile ou je suis un poids. Ma dignité, c'est de mourir. Cette loi implique une modification de société et c'est cette modification que vous craignez. Oui. Vous en parlez de cette évolution entre vous, entre collègues Oui. On n'est pas tous d'accord dans l'équipe. Il y a des gens qui pensent que c'est un mouvement de société et que c'est un prolongement de ce qui se passe depuis des années et que si les personnes le demandent, on est là pour les accompagner. Moi, je me questionne. Est-ce que vous arriverez à trouver la réponse ? Non. Mais c'est ça qui est... fait partie des soins palliatifs, c'est qu'on n'est jamais sûr d'avoir la réponse. Que l'euthanasie, c'est quand même une réponse assez définitive. Merci beaucoup, Régis Tirado. Vous êtes infirmier en soins palliatifs au CHU de Montpellier. Merci. Merci.